Bonjour à tous et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous allons démarrer la présentation. Est-ce que vous nous entendez parfaitement? Pour information, vous aurez la possibilité de poser vos questions. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On va revenir sur les différentes questions à la fin de la présentation. Moi, je suis Diderot Bileza, je suis responsable à la vente et innovation chez Capfi Sixième Sens, qui est un acteur MSSP avec la particularité qu'on propose un service de SOC souverain. C'est un parti pris au vu des enjeux de cybersécurité qui aujourd'hui dépassent la sphère du numérique avec des implications géopolitiques et la recrudescence également des lois extraterritoriales qui ne peut plus être ignorées dans une stratégie de cyberdéfense. Je suis accompagné aujourd'hui de Francis, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, oui, Francis Milot, donc moi je suis technologie évangéliste chez Systentia, donc en charge de traiter les sujets avant-vente et d'accompagner nos partenaires sur tous les aspects architecture et avant-vente sur l'ensemble de notre catalogue produit, pour faire simple. Merci Francis. L'objet du webinaire d'aujourd'hui prend aussi plein d'importance parce qu'aujourd'hui c'est la date limite justement de la transposition de la directive NIS2 normalement au sein de l'Union européenne. L'objet de ce webinaire c'est de revenir, de faire quelques rappels sur ce que c'est que NIS2, son implication, son historique, mais également de le traiter sous l'angle en fait des solutions de PAM et comment elles peuvent faciliter ce challenge de mise en conformité. Quelques rappels sur NIS2. Tout d'abord, en fait, justement, il y a eu une première version de la directive NIS qui a été publiée en 2016. Et c'est avec quelques limites tout de même, parce que en fait, depuis, effectivement, il y a eu une évolution sur le paysage des menaces cyber, avec des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, exploitant la chaîne de sous-traitance. Historiquement, la directive NIS visait essentiellement les acteurs ayant des activités essentielles. Donc, on avait cette distinction d'opérateurs de services essentiels, de fournisseurs de services numériques. Mais la connaissance, en tout cas, de l'étendue des menaces montre que les cybercriminels exploitent de plus en plus la chaîne de sous-traitance pour attaquer ces acteurs-là. Donc, il était nécessaire d'étendre le périmètre de cette directive. L'autre constat aussi, c'était l'incohérence en fait dans l'application de la directive, parce que en fait l'Union européenne laissait la latitude aux États de désigner justement ces opérateurs de services essentiels. Et un des exemples flagrants était que, par exemple, en France, pour plus de 67 millions d'habitants, la France n'avait identifié que 127 OSE au début, en 2019, tandis que la Finlande, pour 5 millions d'habitants, avait identifié plus de 10 000 opérateurs de services essentiels. On notait également un manque de formalisme dans la coordination en fait, des actions de gestion de crise cyber à l'échelle européenne. Ce sont des éléments qui ont été qui ont été pris en compte en fait, justement dans les évolutions de la directive NIS2. Et un des éléments aussi qu'on pourrait noter, c'est que les exigences, les obligations qui étaient demandées pour ces opérateurs de services essentiels et fournisseurs de services numériques étaient insuffisamment détaillées. Notamment, il n'y avait pas forcément de contraintes dans les délais et dans les obligations de notification d'incidents de sécurité. On notait également un manque de pouvoir des autorités cyber dans les différents États
notamment pour pouvoir enquêter ou pour pouvoir sanctionner en fait donc les entités qui étaient en non-conformité par rapport aux exigences. Donc, quelles sont donc les évolutions donc de la directive NIS2? Tout d'abord, il y a une meilleure clarté donc justement sur les entités qui sont concernées, parce que justement cette directive apporte des critères donc de désignation donc de ce qu'on va appeler maintenant en fait des entités essentielles et des entités importantes. Donc tout organisme, qu'il soit privé ou public, qui appartient donc aux 18 secteurs qui ont été donc identifiés dans cette directive et qui répond donc à des critères de seuil qui sont soit financières, c'est-à-dire que avoir un chiffre d'affaires qui soit supérieur donc à 10 millions d'euros, ou avoir donc un effectif qui soit supérieur ou égal à 50 employés. Donc, ces deux critères, plus donc le secteur d'activité, donc permettent d'identifier donc des entités essentielles ou des entités importantes, donc selon le degré de criticité, donc la taille des effectifs et le chiffre d'affaires. L'ANSSI annonce plus de 10 000 entités donc, qui seront concernées. Donc, c'est pour dire voilà, que c'est un sujet qui va concerner globalement un grand nombre d'entreprises donc, au sein de l'Union européenne, mais également en France. Et donc, il faut s'y attaquer. On note également donc, que les secteurs d'activité donc, qui étaient donc, annoncés initialement donc, dans NIS 1 vont être étendus. Vous pouvez constater que, voilà, notamment, on a des secteurs donc, qui ont été rajoutés, les administrations publiques, les secteurs qui concernent donc, les eaux usées. Donc, on a donc plusieurs secteurs d'activité qui étaient initialement pas concernés par la directive NIS 1, se retrouvent donc dans le champ d'application de la directive NIS 2. On note également trois obligations majeures. L'obligation pour les entités donc, concernées de fournir un certain nombre d'informations à l'autorité de régulation de la cybersécurité, de la cyberdéfense, qui est donc l'ANSSI en France. Donc, ces informations vont aller d'informations techniques, type adresse IP, jusqu'à des informations plus sur l'identité morale de l'entité, donc sa localisation, des informations d'identification de cette entité, et également l'obligation de mettre en place des mesures de gestion de risque. L'autre élément aussi majeur, c'est l'obligation pour ces entités d'être en capacité donc, de déclarer des incidents de sécurité avec trois niveaux. Donc, une alerte précoce qui est dès la connaissance donc, de l'incident important dans les 24 heures, puis une notification dans les 72 heures, puis donc un complément de rapport final un mois suivant donc, la notification donc, de l'incident. Donc, cela exige pour les entités de se doter de mécanismes donc, de détection et de processus pour pouvoir être réactifs. Donc, en plus donc, de ces obligations, de ces exigences, la directive NIS 2 présente formellement donc, des sanctions donc, en cas de manquement, donc, en fonction donc, qui sont proportionnelles hein, en fonction de la criticité donc, des entités. Donc, on note donc, pour des entités essentielles, des sanctions pouvant aller donc, à 10 millions d'euros ou 2% donc, du chiffre d'affaires mondial total, ou pour les entités importantes, 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires mondial total. Un élément aussi essentiel qu'apporte donc, la directive NIS 2, c'est la responsabilité des dirigeants. Donc, cette responsabilité peut être engagée en cas de manquement répété constaté. Où en sommes-nous? Donc, en tout cas, le processus a démarré depuis donc, les premières négociations donc, de cette directive, de la révision donc, de la directive NIS 1 en 2021.
Initialement, aujourd'hui, on est donc le 17 octobre, hein, c'était l'échéance au niveau européen donc de la transposition donc de cette directive dans les droits nationaux. Force est de constater donc voilà qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en retard, mais ce n'est pas uniquement le seul rendez-vous donc sur le calendrier. Donc, les entités, les pays donc ont également d'autres échéances qui sont attendues, c'est-à-dire notamment d'informer donc sur les mesures donc adoptées, une échéance au 17 janvier, et pour chaque État donc de communiquer donc la liste des entités essentielles et des entités importantes donc au 17 avril 2025. Comme je le disais, donc aujourd'hui, à l'échelle donc de l'Union européenne, il y a quelques pays effectivement qui ont pu transposer la directive dans leur loi au niveau national, mais bon nombre donc de pays sont en retard, dont la France, mais qui a ce 15 octobre pu publier donc le projet de loi. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore de transposition donc de la directive NIS 2 sur le droit national français, mais le projet de loi a été publié ce 15 octobre. Quelle démarche donc adopter? En tout cas, il faut anticiper, comme vous l'avez constaté, donc ce sont des exigences qui vont être très lourdes à mettre en place, donc il faut anticiper et démarrer très rapidement. Donc, on va retrouver les différents éléments dans les articles donc de la directive, notamment l'article 20 qui traite donc de la gouvernance. Donc, l'importance des organes de direction est mentionnée donc dans la gestion de risque, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est exigé et qui est formellement donc présenté. L'autre élément, c'est l'article 21 donc, qui relate donc, des mesures de gestion de risque à mettre en place par les différentes entités. Francis reviendra donc, sur ces éléments. Et l'article 23 donc, qui traite donc, des obligations d'information, donc de notification. Donc, il s'agit vraiment d'un challenge qui ne peut pas être traité sous un angle soit technique ou uniquement administratif. Donc, il faut avoir une approche holistique, donc, tout en prenant en compte la gouvernance et tout en prenant en compte donc, les différentes mesures de gestion de risque. Donc, la question, c'est quelle est la méthode pour justement structurer cette mise en conformité? Eh bien, en fait, l'ANSSI propose déjà donc un mécanisme en permettant en fait, donc, de pouvoir structurer les mesures donc, de cybersécurité, qui est axé donc, sur 4 domaines. Donc, la gouvernance, bien évidemment, donc l'organisation, la comitologie autour donc, de la mise en place d'un programme de cybersécurité. Donc, la mise en place donc, de solutions de protection, également donc, des mesures permettant des capacités de détection et de réponse, donc les capacités de défense, et des mesures assurant donc, la continuité d'activité. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons nous focaliser donc, sur l'aspect plutôt protection et ce que peut apporter donc, la solution PAM donc de Systancia. Je vais donc laisser la main à Francis pour donc apporter un peu plus donc, de précision sur l'abri de protection et sur la solution PAM. Merci Lidao. Je vais partager mon écran, j'espère que c'est bon. Donc après cette présentation générale, moi je vais maintenant parler des axes de réflexion de l'ANSSI relatifs à la transposition nationale des mesures de gestion des risques liés à la cybersécurité, donc qui découlent de l'article 21 de la directive NIS 2. Donc cet article, en tout cas il vise à s'assurer
que l'ensemble des entités des États membres qui doivent protéger leur système d'information, leur réseau, leur environnement physique contre de potentiels risques de cyber. Et ça sur la base de 10 mesures inscrites dans l'article 21, à savoir l'analyse de risque, le traitement des incidents, la continuité d'activité, les sauvegardes, la gestion des crises, la chaîne d'approvisionnement, le traitement des vulnérabilités, la formation à la cyber, le contrôle des accès, la gestion des actifs et tout ce qui touche à l'authentification forte et authentification continue. Francis, Oui. excuse-moi, on ne voit pas ton partage d'écran. Ah, pas bien, pas bien. Non, pas bien du tout. Je retourne. Qu'est-ce qui s'est passé? Partager. C'est bon. C'est bon? Il faut juste le mettre en plein écran, c'est tout bon. Parfait, merci. Bon, désolé pour la première slide. Je répétais juste un petit peu l'ensemble des mesures qui étaient détaillées dans l'article 21. Et c'est des mesures sur lesquelles je vais m'appuyer aujourd'hui pour vous présenter le comportement, enfin en tout cas la protection qu'apporte notre outil de PAM par rapport à ces objectifs de sécurité. Donc, comme l'a déjà évoqué, ça a déjà été évoqué, dans les 10 mesures de cet article, on retrouve 4 piliers qui regroupent 20 objectifs de sécurité, la gouvernance, composée de 6 objectifs, la protection, composée de 9 objectifs, la défense, composée de 2 objectifs, et la résilience, composée de 3 objectifs. Donc, celui qui nous intéresse, c'est le pilier protection, comme ça a été dit tout à l'heure, car c'est lui qui régit, en tout cas en grande majorité, l'ensemble des objectifs de sécurité liés aux solutions de Bastion. Il est composé de 9 objectifs. Moi, je vais faire un focus sur 7 des 9, parce que les objectifs 7 et 8 sont tout simplement hors scope des produits Systentia. Ce qui est important de retenir, c'est que les entités ne sont pas toutes concernées par l'ensemble des objectifs. On voit ici que les objectifs 12 et 15, par exemple, ne concernent que les entités essentielles. Ces 7 objectifs sont répartis en 3 volets. Le volet architecture, avec 4 objectifs. Le 9, sécuriser l'architecture de ces systèmes d'information réglementés. Je vais utiliser pas mal l'acronyme SIR, et là notamment le cloisonnement. L'article, enfin le 10 qui concerne la sécurité des accès distants à CSIR, le 11 pour le protéger CSIR contre les codes malveillants, le 12 pour sécuriser la configuration des ressources à CSIR. On a ensuite le volet accès et identité, donc ça reprend l'objectif 13 qui consiste à gérer les identités, les accès à CSIR. On y retrouve tout simplement, en tout cas tout ce qui concerne l'identification, l'authentification et droit d'accès. Et on a le dernier volet, le volet privilège, avec 2 objectifs, le 14 et le 15. Le 14, maîtriser l'administration de CSIR, et le 15, réaliser les actions d'administration depuis des ressources dédiées. Alors, je vais maintenant aborder le chapitre transposition nationale. L'ANSSI travaille encore, comme ça a été dit juste avant, sur un référentiel de cybersécurité pour les futurs acteurs économiques assujettis à NIS 2. Donc, en fait, elle mène des réflexions qui sont relatives à la transposition nationale des mesures de gestion des risques cyber qui sont directement en rapport avec l'ensemble des objectifs de sécurité qu'il conviendrait en tout cas d'atteindre pour les entités essentielles et importantes dans le cadre de la future réglementation NIS 2. Donc tout aurait dû être entériné aujourd'hui, on est le 17 octobre 2024, mais bon, comme l'a dit Lida Hall, l'ANSSI a pris du retard et c'est toujours en cours. Donc les éléments que je vais présenter dans les slides suivants ne constituent pas formellement une base normative, ni des obligations à mettre en œuvre, en tout cas à ce jour, même si je pense qu'il y aura plutôt des assouplissements que des durcissements dans la version finale.
Pour commencer, on va se focuser sur les objectifs sécurité du volet architecture. Alors, avant de détailler les fonctionnalités qui répondent aux mesures de sécurité des 4 objectifs de ce volet, je vais déjà commencer par vous présenter le détail du contenu d'un objectif. Ici, l'objectif 9 qui est relatif en tout cas au cloisonnement. Déjà, en tout cas pour tous les objectifs liés à cet article 21, la transposition nationale des mesures de sécurité est faite sur le même modèle que celui que vous voyez à l'écran. On retrouve dans la première colonne les lettres correspondantes aux mesures de l'objectif, A, B, C, D, etc. Dans la deuxième, une description des mesures de sécurité à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, qu'on appelle également moyen acceptable de conformité. Et les 2 dernières colonnes correspondent aux entités pour laquelle ou lesquelles s'appliquent ces mesures. Donc EI, entité importante, EE, entité essentielle. Ici, par exemple, on n'a que 2 mesures sur 8, la A et la G, qui s'adressent aux entités importantes. Donc pour cet objectif 9, la transposition des mesures de sécurité en droit français regroupe les besoins de cloisonnement des différents systèmes d'information, qu'ils soient physiques, logiques, segmentés, avec des sous-systèmes, des passerelles entrantes, des passerelles sortantes et des interconnexions sécurisées, etc., etc. Sur cet objectif, par exemple, le bastion Systentia couvre 100% des besoins. Donc sur le périmètre cloisonnement, l'architecture du bastion Systentia permet de faire à la fois du cloisonnement fonctionnel, on est multitenante, et du cloisonnement réseau, on est multi-VLAN. Permet également de gérer plusieurs zones d'échange cloisonnées pour le transfert de données, de fichiers, avec des diodes réseau, par exemple, entre les différentes zones d'échange. La solution permet aussi de s'affranchir, si besoin, de l'installation d'un client sur le poste d'accès. Donc on va limiter par ce biais la surface d'attaque, d'isoler via des technologies de déport d'affichage le poste du SI d'administration. On évite par ce moyen-là la remontée de saleté, malware, ransomware ou autre, sur le système d'information. Également d'obliger les administrateurs à passer par le bastion pour les accès au SIR. On garantit la sécurité et la traçabilité des accès. Elle permet également d'interagir dynamiquement et en temps réel avec une session d'administration, c'est-à-dire qu'on peut interdire l'exécution de certaines commandes, le lancement de certaines applications. Et également de protéger les secrets, bien entendu, via un coffre-fort ou une fonctionnalité d'APM, c'est-à-dire que les administrateurs n'ont plus connaissance des mots de passe des comptes à privilèges. Elle permet également d'appliquer une politique d'accès zéro trust grâce à l'architecture du produit, dit double barrière. On applique le principe du moindre privilège, on gère les accès just in time, juste à temps. On renforce la sécurité grâce à un tunnel sortant, sans ouverture de port réseau, on est agnostique au protocole et on garantit une confidentialité de bout en bout. Les ressources du SIR sont invisibles depuis Internet, on a un mécanisme qui les rend invisibles. On propose un contrôle et des conditions d'accès contextuelles et comportementales au niveau des utilisateurs et du poste d'accès qui se connecte. On gère nativement l'authentification multifacteur et ou continue, et on fait de la rupture protocolaire. Donc bref, on répond à une très grande majorité des mesures de sécurité de ces 4 objectifs de sécurité. On passe maintenant en revue l'objectif de sécurité du volet accès et identité. Alors, pour des questions de timing, je ne vais pas détailler les mesures de sécurité de cet objectif 13, mais seulement les réponses qu'on lui apporte. Donc, ce volet accès identité s'intéresse aux mesures de sécurité qui concernent l'identification, l'authentification et les droits d'accès.
Sachez juste qu'on répond à 95% des mesures de sécurité de cet objectif, en particulier avec des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des identités. On provisionne automatiquement les utilisateurs. On est en capacité de désactiver les comptes quand ils ne sont plus utilisés. On sait même mener des campagnes de recertification de droits. On sait gérer de la SOD, c'est-à-dire de la séparation de pouvoir. Au niveau de l'authentification, on fait du MFA par défaut, par des OTP, du TOTP, du MFA via du Radius, via le protocole FIDO2, par certificat. En ce qui concerne les mots de passe, on gère la complexité, la longueur, la rotation au travers de politiques de mots de passe. On sait interdire les déplacements latéraux sur le système d'information, bloquer les rebonds, on fait des anti-rebonds réseau, et donner des accès limités aux ressources via des workflows d'approbation. On gère les identités au travers de différents types d'annuaires. On est compatible LDAP, on a des annuaires locaux qu'on intègre directement dans le produit. On sait travailler en mode fédéré via le protocole SAML. Et puis, on répond aux besoins de protection et de traçabilité en ce qui concerne la surveillance des accès, la journalisation des événements, les enregistrements de sessions, qu'ils soient vidéo ou juste les métadonnées, et on sait s'interfacer avec des outils tiers tels qu'un SIEM, un SOC, pour la remontée des journaux et des logs par exemple. Pour terminer ce chapitre sur la transposition nationale, j'aborde les deux derniers objectifs du volet privilèges, c'est-à-dire les objectifs 14 et 15, qui traitent des mesures de sécurité liées à l'administration des ressources. Là aussi, je ne vais pas détailler l'ensemble des mesures, mais seulement les réponses qu'on leur apporte. Sachez juste que l'on répond à 96% des mesures de sécurité de ces deux objectifs, en particulier avec des fonctionnalités liées à la sécurité des accès zéro trust, à la protection et à la traçabilité. On les a déjà vus dans le volet architecture, je ne vais pas les redétailler. Également avec des fonctionnalités liées au contexte de silotage AD. On parle beaucoup aujourd'hui de protection de l'annuaire Active Directory à travers des mécanismes de silotage. On fait du tiers modèle. On respecte, nous, les principes du silotage en ce qui concerne l'intégration du bastion Systentia. Dans ce type d'architecture, on utilise l'authentification Kerberos pour l'accès au PO, ce qu'on appelle PO le Privilege Access Workstation, c'est le poste d'administration sécurisé pour l'administration d'un tiers, côté silotage. On s'appuie sur notre tunnel sortant au niveau des échanges pour éviter d'avoir à ouvrir des accès entrants sur le poste d'administration et on met à disposition des accès aux ressources par groupe d'utilisateurs. On propose également un coffre-fort orienté ressources et administrateurs, une authentification unique. Les administrateurs n'ont plus connaissance des secrets d'authentification et la gestion des mots de passe au travers de politiques de mots de passe, définition de la longueur, de la complexité, de la rotation des mots de passe. On propose aussi du multi-annuaire et des revues de certification des comptes qu'on a déjà vu dans le volet juste avant, accès et identité. Et puis, on répond aux recommandations de l'ANSSI, un rapport également, en plus de NIS 2, aux documents PA022 et PAMS, avec en plus la possibilité de mettre à disposition des administrateurs des postes éphémères si besoin. Un mot rapide sur l'architecture d'un système d'information conforme à la directive NIS 2. Donc là, c'est un schéma un peu compliqué, même s'il est assez simple d'apparence. Ce schéma il reprend les mêmes couleurs que les documents de l'ANSSI, c'est-à-dire en rouge, le bordeaux, c'est le système d'information d'administration, la
via l'acronyme SIA, et puis en bleu, le système d'information réglementé, hein, et donc le SIR dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a deux systèmes d'information séparés, des ressources dédiées d'un côté, des ressources dédiées de l'autre, une séparation des postes, des réseaux, des serveurs, des infras, des annuaires, etc. etc. Et puis, on a le trait réseau violet que vous voyez sur le schéma au milieu, où bien, on fait, en fait, la recommandation, c'est aussi d'avoir, pour chaque ressource administrée, une interface réseau qui est complètement séparée de l'interface de production, en tout cas pour les actes d'administration. Donc ça va très loin, hein, y compris pour la séparation d'interface réseau pour chaque ressource. On voit ici l'intégration du bastion Systentia dans ce modèle d'architecture multi-VLAN, c'est-à-dire avec plusieurs passerelles. On retrouve au centre du SIA, dans la zone d'administration rouge, hein, le bastion qu'on appelle médiation dans notre produit, avec son ou ses coffres-forts, hein, comme on est multitenante, on peut avoir plusieurs coffres-forts associés au bastion. En haut du SIA, dans la zone d'enclave prestataire, on a une passerelle qu'on appelle dans notre produit Gateway pour gérer la sécurisation des accès distants, hein. Elle offre également une rupture protocolaire. Donc l'architecture de notre bastion permet de gérer nativement les accès depuis des postes externes par le web, uniquement en passant par la zone d'enclave prestataire, et les accès directement depuis des postes internes. En bas du SIA, on retrouve les zones d'échange dans lesquelles on implémente également une passerelle. Donc c'est pour réaliser les transferts de fichiers entre le poste et la zone d'échange, ou entre les deux zones d'échange, hein, au travers de diodes réseau bidirectionnels. Donc ce sont des appliances physiques qui vont scanner l'intégralité des fichiers qui transfèrent pour s'assurer qu'ils sont exempts de tout malware, ransomware, virus, enfin de toute charge virale. La solution Crossing de Chabvision, c'est ex-Bertin IT, hein, pour ceux qui connaissent. On est un exemple, hein, c'est la solution que nous, on utilise chez Systentia, et on retrouve bien évidemment la passerelle, donc à droite du SIA, dans la zone d'accès au SIR, qui permet d'accéder aux ressources à administrer. Pour terminer cette présentation, hein, je vais terminer par cette slide qui présente une partie de la couverture fonctionnelle et technique du bastion Systentia. Il y a un rapport à l'article 21 et certains paragraphes qui sont déclinés dans la directive NIS 2. Le paragraphe 57, par exemple, parle de cyberprotection active, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire que de la détection de réponse, il ne faut pas attendre que l'incident passe pour le traiter, il faut vraiment mettre en place une solution qui permet d'éviter la pénétration au SIR, hein, par une charge virale, par exemple. Et donc, c'est tout ce qui concerne la prévention, la détection en amont, et c'est ce que fait le bastion Systentia. Les paragraphes 56, 85 et 90 de la directive NIS 2 parlent de protection contre les attaques, soit sur la chaîne d'approvisionnement, soit par ransomware. Dans notre bastion, ça se traduit par, on n'installe pas de client, on n'est pas obligé d'installer un client sur le poste, on a une vérification du poste, on fait de la rupture protocolaire, donc on va minimiser les interactions entre le SI d'administration et le poste de l'utilisateur. Il y a aussi tout ce qui concerne la protection des secrets d'authentification avec le coffre-fort, les politiques de mot de passe, tout ce qui est rotation et changement de mot de passe. Le paragraphe 98, par exemple, de la directive, lui concerne la confidentialité, l'intégralité, le chiffrement de bout en bout. Dans ce cas, c'est notre tunnel polyvalent, hein, en tout cas le tunnel polyvalent de notre bastion qui répond à ce besoin. Il est multi-protocole et chiffré de bout en bout. Voilà, il y a encore plein d'autres mesures qui sont couvertes par notre bastion, mais voilà, le temps est assez limité. Je vous laisserai prendre connaissance de cette là un peu plus tard dans le replay.